Bon, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous pour votre très nombreuse participation à cette réunion sur le TED qui va avoir lieu dans une semaine. Donc, nous allons parler du TED avec ses rites et traditions. Donc, nous allons parler d'abord du calendrier solaire et calendrier lunaire parce que le TED se base sur le calendrier oriental lunaire. Et nous verrons un peu la différence entre ces deux calendriers et comment est fixée la date du TED. Après, nous allons parler des traditions, des rites, les préparations du TED et la cérémonie du départ du génie du foyer qui a lieu une semaine avant le TED. Puis nous allons parler des éléments symboliques de cette fête, puis les rituels du jour du Nouvel An. Nous allons parler ensuite des croyances et superstitions relevant à cet événement. Puis, enfin, les festivités et les réjouissances. Puis, nous allons aborder à la fin l'art des sentences parallèles. Nous aurons des choses assez intéressantes à dire à ce sujet. Et enfin, nous allons aborder la conclusion en dernier lieu. Donc, le programme est assez chargé. J'essaierai de passer en revue ces éléments-là pour vous présenter le plus de détails et d'aspects sur cette fête du TED. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 février 2021, soit le 25e jour du 12e mois de l'année Kanti. Cette année, c'est l'année du Ra, du calendrier lunaire. Donc, dans 6 jours, ce sera le premier jour du premier mois de l'année Tengshu. 10 tiges. On commence par Tiap et puis Uk, Bin, Mao, Ti. Et quand on arrive à la fin de cette liste de 10 tiges, on recommence un nouveau cycle de 10 nouveaux tiges. Tandis que quand on arrive à la fin de la 10e tige, du côté des animaux, les branches, il reste encore 2 années. Donc, on termine les 2 années et puis c'est ainsi que il y a toujours une continuation de 10 tiges qui se répètent tous les 10 ans. Et d'un autre côté, les branches avec un nombre d'animaux, de 12 animaux par cycle, et donc on commence le cycle de 12 ans. C'est-à-dire que on commence par l'année Yapti et au bout de 60 ans, on retrouve cette année. Donc chaque cycle du calendrier lunaire dure 60 ans. Et chaque personne peut rencontrer dans sa vie 2 fois la même année, par exemple la même année Yapti ou bien la même année Akshu. Parce que pour assister à un 3e avènement de cette appellation, il faut vivre plus de 120 ans. Donc c'est ainsi qu'on nomme les années lunaires. Donc en 2020, l'année c'était l'année Kanti, l'année du Ra, l'année 2021 lunaire sera l'année Tengshu qui va commencer dans une semaine. Donc le jour de l'an, c'est le premier jour du premier mois. C'est également dans le calendrier lunaire le premier jour du printemps aussi. Parce que selon le calendrier lunaire, le printemps commence le premier mois et dure jusqu'au 3e mois.
Après, le quatrième mois, c'est l'été. Ainsi de suite, il y a 3 mois par chaque saison. Donc, le premier jour du premier mois, c'est le fête Nguyen Dan, c'est-à-dire la fête principale, le principal fête de l'année. Nguyen, ça veut dire origine, et Dan, c'est le commencement, quelque chose qui commence tôt. Donc, c'est la première fête et qui vaut à fête, parce qu'on peut avoir plusieurs fêtes dans l'année, et le fête principal, c'est le fête Nguyen Dan, le fête qui commence l'année. La célébration de la nouvelle année lunaire commence en général le 23e jour du 12e mois. C'est ce jour-là qui marque le départ du génie du foyer vers l'Empire céleste. Le génie du foyer est censé régner dans chaque foyer et en principe, il siège au sein de la cuisine pour observer tout ce qui passe dans la famille durant toute l'année. Et le 20e jour du 12e mois, il se rend dans l'Empire céleste pour faire le rapport avec le rapport de tout ce qui se passe à l'empereur du ciel. Donc ce jour-là, on célèbre le départ du génie du foyer. Vous voyez, le génie du foyer enfourche une cape pour arriver à l'Empire céleste. Et dans chaque cuisine, dans une cuisine traditionnelle ou bien une cuisine moderne, il y a en général un emplacement pour le génie du foyer. Vous voyez que cette croyance perdure jusqu'à maintenant. Et le génie du foyer est représenté souvent avec une cape. C'est le poisson avec lequel il l'enfourche pour aller vers le ciel. Mais pourquoi une cape, mais pas un oiseau qui serait tout plus approprié? Vous voyez, là, c'est le repas qu'on prépare pour célébrer le départ du génie du foyer. Vous voyez qu'avec des plats, il y a des capes. Là, il y a 3 capes en régulier, mais il peut y avoir aussi des capes vivantes. Et pourquoi une cape? Parce que vous savez que selon les légendes orientales, la pluie est fabriquée et conçue par les dragons. Les dragons aspirent l'eau de la mer pour répandre l'eau sur la terre. Et certaines années où il y a sécheresse, il manque de pluie, l'empereur céleste veut recruter certains êtres, certains autres animaux pour aider le dragon à répandre la pluie sur la terre. Et il organise un concours. Et ce sont les capes qui se distinguent par leur témérité, par leur agilité et leur adresse, leur rapidité, et ils sont les plus aptes à devenir des dragons pour répandre la pluie sur la terre. C'est pour cette raison que le génie du foyer enfourche les capes pour se rendre au ciel.
Et après le culte, après la cérémonie, on libère les carpes. C'est-à-dire c'est pour les aider à se rendre dans le ciel en compagnie du génie du foyer. Et après, on libère ces carpes dans la rivière. Donc, 7 jours après le départ du génie du foyer, le 30e jour du 12e mois, c'est le passage à l'an nouveau. Et en vietnamien, ce moment primordial est appelé Giao Thừa, qui n'a pas son équivalent en langue française. Giao, ça veut dire donner, et Thừa, recevoir. C'est-à-dire le moment où l'ancienne année cède de la place à la nouvelle, c'est-à-dire un moment du passage du témoin. Donc c'est un moment qui est très important et tout le monde l'attend dans le recueillement, dans la ferveur, et c'est un moment extrêmement important dans la vie de chaque personne. Et juste à ce moment-là, la première chose qu'on célèbre dans les foyers, c'est le culte des ancêtres. C'est la première chose qu'on fait lorsqu'on passe à l'an nouveau. Donc, dans chaque maison, il y a un autel pour les ancêtres. Et quand arrive la nouvelle année, on célèbre le culte des ancêtres. Pourquoi? Pour accueillir les ancêtres qui vont rester une semaine pour passer la fête du Tết avec leurs descendants. Donc voilà un autel des ancêtres dans les familles vietnamiennes. Vous voyez au milieu, il y a un brûle de parfum, le portrait des grands-parents, des ancêtres. Et des deux côtés, il y a 2 sentences parallèles. Nous allons parler plus tard de ces sentences parallèles. Mais en fait, c'est toujours présent dans les autels des ancêtres. Ce sont des caractères soit chinois, soit des caractères en alphabet vietnamien et gravés en lettres d'or sur des plaquettes de bois. Et devant l'autel, pour célébrer la nouvelle année, on offre un repas aux ancêtres, un repas de bienvenue pour les ancêtres qui vont revenir passer la fête au sein de la famille. Et voilà un repas qu'on prépare pour fêter la venue des ancêtres. Et dans chaque repas, il y a des fruits qu'on appelle le plateau aux 5 fruits. Donc, ces fruits sont différents selon les régions. Au nord, c'est plutôt, on utilise des poires, des oranges, des pêches, des mandarines, des bananes, des pamplemousses. Et au sud, plutôt des pommes cannelle, des papayes, des ananas, des mangues. Donc, la nature des fruits n'est pas obligatoire. Ça peut varier selon les régions, mais en général, ils sont au nombre de 5. Et à côté, il y a presque toujours une paire de pastèques. Le repas de bienvenue célébré pour la venue des ancêtres peuvent se faire dès après minuit du dernier jour, c'est-à-dire dès le premier instant de la nouvelle année. Comme l'ensemble de la famille a l'habitude de veiller pour entendre le moment du Giao, la célébration du culte des ancêtres, dès cet instant, donne un caractère plus solennel du moment. Sinon, on peut célébrer le culte des ancêtres le matin du premier jour.
Et à la fin des célébrations du Tête, le 7e jour du premier mois, hein, c'est-à-dire après 7 jours, on célèbre un autre office avec un autre repas en offrande pour dire adieu aux ancêtres qui, après une semaine passée en compagnie de leurs descendants, retournent dans leur monde des ténèbres. Nous allons parler un peu des autels des ancêtres. Vous voyez, l'autel des ancêtres est à gauche et à droite, c'est un autel dédié à Bouddha. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Les familles bouddhistes ont un autel de Bouddha. Mais il peut y avoir des familles qui ne sont pas bouddhistes, mais qui célèbrent quand même le culte des ancêtres. C'est deux choses différentes. Mais si on célèbre le culte de Bouddha, il y a un autel différent et un autel différent pour le culte des ancêtres. Voilà un autel des ancêtres. Il y a des deux côtés aussi les sentences parraines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et au milieu, il y a un panneau en chinois. Et ça veut dire, ces caractères veulent dire Cụ Huyền Thất Tổ. Ça veut dire en vietnamien Cụ Huyền Thất Tổ, c'est 9 générations et 7 ancêtres. 9 générations, c'est-à-dire la grande famille. Il y a, en commençant par vous-même, et après vous, il y a 4 générations, c'est-à-dire votre fils, votre petit-fils, votre arrière-petit-fils et votre arrière-arrière-petit-fils. Donc, 4 générations après vous et 4 générations avant vous. Donc, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père et votre arrière-arrière-grand-père. Ça fait 9 générations et constitue la grande famille. Et Thất Tổ, c'est 7 ancêtres. Vos ancêtres, il faut remonter à 7 générations à partir de votre père. Donc, si vous célébrez le culte des ancêtres, donc vous célébrez le culte des 7 générations qui vous précèdent. Donc, vous voyez qu'il y a un sens de la famille très grand chez les orientaux. Voilà un autre exemple du temple du culte des ancêtres. Donc, les 9 générations. Et en commençant par vous-même, il y a 4 générations derrière vous et 4 générations avant. Maintenant, nous allons parler des éléments symboliques des têtes. Qu'est-ce qui représente le tête? Qu'est-ce qui sont les choses incontournables? D'abord, il y a le mât des têtes, en vietnamien, Cây Nêu. Ici, vous voyez un ancien dessin avec une personne en train de planter un mât. Et derrière, il y a une autre personne avec des plats, des aliments qu'on consomme pendant le tête. Et puis, une troisième personne avec un rouleau de pétard. Donc, ce mât, c'est une grande perche avec au bout de certains objets. L'utilité de cette perche, ces objets-là ont pour but d'éloigner les mauvais esprits, les diables qui ont l'habitude d'envahir, d'infecter les habitations humaines quand arrive le tête.
Donc, il y a des grelots pour faire du bruit, des flûtes qui émettent des sons lorsque le vent souffle dedans. Tout ce qui fait du bruit pour éloigner les mauvais esprits. Et en bas, sur le sol, on dresse on répand de la chaux, ou bien on dessine des flèches qui indiquent la direction de l'Est, c'est-à-dire pour dire aux mauvais esprits de retourner d'où ils venaient, c'est-à-dire la direction de l'Est. Au départ, ce mât du tête a pour objet d'éloigner, de faire fuir les mauvais esprits, les diables qui viennent déranger, infecter les habitations humaines pendant le tête. Donc, c'est pour éloigner les mauvais esprits. Et cette habitude se conserve jusqu'à présent. Et maintenant, on dresse toujours cet objet-là, cette perche qui est appelée le mât de tête. Et la signification première, c'est-à-dire que le but d'éloigner les mauvais esprits et les diables, on l'a oublié. Mais la tradition de planter un mât les jours du tête persiste. Tandis qu'on oublie déjà, qu'on oublie à quoi cette perche servait. Donc voilà, il n'y a plus d'objets destinés à éloigner les mauvais esprits, mais on plante toujours ce mât. Donc ce mât de tête est planté le 20e jour du 12e mois et on l'enlève le 7e jour du 1er mois, lorsque sont terminées les célébration du tête. Donc, le deuxième élément symbolique des fêtes du tête, c'est les fleurs. Les fleurs qui apparaissent pendant cette période du tête. D'abord, ce sont les fleurs d'abricotier ou fadao en vietnamien de couleur rose. On voit ces fleurs-là surtout au nord-Vietnam. Et au sud-Vietnam, ce sont les hoa mai, les fleurs d'abricotier. Les hoa đào, tout à l'heure, c'était plutôt les fleurs de pêcher. Et les fleurs d'abricotier sont les hoa mai au sud-Vietnam. Et à l'approche du tête, dans les représentations symboliques de la fête du tête, on voit toujours ces deux fleurs-là, les fleurs jaunes et les fleurs roses, qui sont des symboles du tête. Et on vend dans les marchés aux fleurs souvent des branches de fleurs d'abricotier pour que les gens achètent et décorent leur maison. Et ce qui donne un vrai air de tête quand on célèbre la nouvelle année. Donc, un troisième élément, ce sont les pétards. Alors, les pétards, c'est quelque chose qui représente, qui symbolise la tête aussi. Donc, vous voyez cette image assez ancienne qui date de la fin du 19e siècle ou bien du début du 20e. Les personnes sur cette photo, ils tirent des pétards pour célébrer la tête. Et voilà un long rouleau de pétards. Et cette habitude de tirer des pétards persiste encore aujourd'hui. Et ça donne un air de tête à la célébration. Et l'utilité, c'est-à-dire au départ, on fait du bruit pour éloigner les mauvais esprits.
on fait le plus de bruit possible pour empêcher les diables, les mauvais esprits de venir infecter les zones d'habitation humaine. Mais maintenant, aujourd'hui, on oublie aussi ce but premier des pétards, mais on continue toujours à tirer les pétards pour célébrer le Tet. Maintenant, nous allons passer au plat, ce que nous consommons d'habitude à l'occasion du Tet. Il y a deux nourritures qui sont symboliques, qui caractérisent les fêtes du Tet. C'est des gâteaux de riz gluant appelés en vietnamien bánh chưng et bánh dày. Et il y a une légende qui explique pourquoi ces gâteaux sont consommés pendant le Tet. Donc nous remontons, la légende remonte au temps de la préhistoire. C'était des temps très lointains, il n'y avait aucune trace écrite, aucun écrit, aucun récit écrit, mais il reste des légendes qu'on transmet de génération en génération. Donc c'était dans la préhistoire au temps des rois Hùng qui régnaient sur le territoire qui deviendra ensuite le Vietnam d'aujourd'hui. C'était vers le XVIIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc un jour, le roi Hùng le sixième, il réunit tous ses enfants. Il voulait sélectionner celui qui est le plus méritant pour lui succéder. Donc, il demande à ses enfants de préparer un mets, une nourriture la plus apte, la plus adaptée pour consommer, pour que toute la population consomme pendant la durée des Têtes. Et aussitôt, chaque prince s'en va, soit dans les hautes montagnes, à la recherche des gibiers les plus précieux, les plus rares. D'autres plongent dans les profondeurs de la mer à la recherche des poissons les plus exotiques afin de préparer des plats les plus raffinés, les plus rares pour présenter au roi. Tandis que le 18e prince, il s'appelle Liu Lang, il a l'idée tout simple d'utiliser du riz gluant. Et aidé par sa femme, il prépare des gâteaux de riz. Il y a deux sortes de gâteaux. Un gâteau de forme carrée qui représente la terre et cuit avec comme garniture de la viande lardée et des haricots mango écrasés. Donc ça donne un air, ça donne un goût à la fois sucré et salé, et fabriqué d'une façon assez simple avec des ingrédients très communs aux Vietnamiens. Et l'autre gâteau, c'est fait aussi à partir du riz gluant, mais de forme ronde pour présenter le ciel. Et ça consomme avec des morceaux de pâté de porc. Donc ces deux gâteaux-là sont présentés au roi. Et chaque prince présente au roi leur invention, leur préparation. Et le roi Hùng il juge que ce sont les plats présentés par le 18e prince qui est le plus savoureux et qui est le plus adapté et le plus
qui peut devenir le plus populaire parce que tout le monde peut le préparer de façon très simple. Et il cède son trône au 18e prince. Donc c'est à partir de ce moment-là que les Vietnamiens consomment le bánh chưng et le bánh dày à l'occasion du Tết. Et dans le sud, ce même gâteau est fabriqué d'une forme cylindrique. Et ce gâteau est appelé le bánh chưng, mais c'est toujours le même principe du bánh chưng. Et depuis ce moment-là, à l'approche du Tết, les familles vietnamiennes ont l'habitude de cuire ces gâteaux de riz gluants depuis les temps de la préhistoire. Vous voyez, c'est une très longue histoire. Et à présent, jusqu'à présent, on prépare toujours ces gâteaux-là dans de grandes marmites chauffées avec du feu de bois. Et c'est une coutume qui perdure de siècle en siècle. Jusqu'à présent, on prépare toujours des bánh chưng et bánh dày à l'occasion du Tết. Et on utilise ces grandes marmites et avec un feu de bois, on prépare cela dans la cour, devant ou bien à l'intérieur de sa maison. Et toute la famille se réunit pour cuire ce gâteau de riz. Et si on n'a pas de cour dans sa maison, on n'hésite pas à investir un coin du trottoir pour cuire ces bánh chưng et bánh dày à l'occasion du Tết. On n'hésite pas à occuper un coin du trottoir tout à côté de la rue. Et avant de cuire ces gâteaux, on les prépare, on enveloppe dans des feuilles de bananier et qu'on va mettre dans ces grandes marmites pour les cuire. Là, vous voyez une scène de la vie campagnarde avec une maison traditionnelle vietnamienne et puis la préparation des bánh chưng et bánh dày à l'approche du Tết. Enfin, le dernier élément symbolique du Tết que je veux vous présenter, ce sont les sentences parallèles. Les sentences parallèles, c'est quoi? C'est deux courtes phrases construites d'une façon symétrique. Il y a une opposition de mot à mot. Et pendant le Tết, ce sont toujours des phrases très simples et on évoque surtout le bonheur, la richesse, la gloire, etc. Et ce sont toujours presque les mêmes mots qui reviennent. Donc à gauche, ça veut dire jour printanier, je vais revenir. Non. Reviens en arrière. Là? Ouais. Là? Donc, jour printanier, bonheur et paix arrive. Deuxième sentence, année nouvelle, viennent gloire et richesse. Donc le bonheur, paix, richesse, gloire. Deux phrases de construction identiques. Et là,
la même chose, presque la même chose, beaucoup de chance, beaucoup de talent, beaucoup de richesse, et moments favorables, fortune favorable, estime favorable. Estime, c'est-à-dire l'estime dont vous jouissez dans le cœur d'autrui. Ce sont des choses, des bonnes choses qu'on espère, qu'on souhaite pour l'année nouvelle. Et on fait appel à des lettrés, des vieux lettrés qui connaissent le chinois, qui connaissent la poésie, pour écrire ces sentences parallèles qui ornent les maisons pendant les fêtes. Donc, ce sont des scènes qu'on voit souvent dans les rues. Ce sont des vieux lettrés qui écrivent ces sentences parallèles en lettres noires sur du papier rouge qu'on décore la maison. Donc, quand arrive le jour de l'an, la première chose qu'on fait, ce sont les vœux aux parents et grands-parents. Les enfants présentent leurs vœux aux parents et aux grands-parents s'ils vivent dans le même temps. Et en retour, les parents donnent aux enfants une petite somme d'argent remis dans une enveloppe qu'on apprenne des enveloppes lei-si. Lei-si, c'est un mot d'origine chinois qui veut dire avantage, profit. Donc, ce sont des petites sommes d'argent qu'on donne aux enfants. Donc c'est un rituel. Hein? C'est le premier sentiment, le premier devoir, le premier jour de l'an, c'est l'expression de la reconnaissance des enfants envers leurs parents, envers leurs grands-parents et en général envers les ancêtres. C'est grâce à eux qu'ils voient le jour et ils expriment leur reconnaissance le premier jour de l'an. Voilà les enveloppes lei-si qu'on donne aux enfants le jour du Tet. Le Tet, c'est quelque chose de sacré, de très solennel pour les Orientaux et pour les Vietnamiens en particulier. Donc, il y a des croyances et des superstitions qui perdurent tout le temps, pendant des siècles. Et il y a plusieurs croyances. Par exemple, vous avez remarqué, on faisait du bruit pour chasser les mauvais esprits. Et cela passe par des manifestations comme la construction du mât, du Tet, les pétards qui font énormément de bruit. Il y a aussi des superstitions. Par exemple, le premier visiteur est très important pour les familles vietnamiennes. On croit que la première personne qui franchit le seuil de votre maison a une influence sur ce qui se passe le reste de l'année. Donc, on veut que le premier visiteur soit une personne qui puisse vous apporter du bonheur, de la chance, et non pas un mauvais présage pour le reste de l'année. Donc, on demande à quelqu'un de respectable qui est heureux et qui peut vous porter chance de venir fouler le sol de votre maison le premier. Et si on ne peut prévoir aucune personne qui puisse venir, au lieu de laisser le hasard faire les choses, qui peut être catastrophique, donc on préfère, dans ce cas-là, on préfère fouler soi-même le sol de sa maison pour être sûr que le premier visiteur n'est pas quelqu'un qui va vous porter malchance. Donc, après
la célébration de la venue de la nouvelle année, on sort de la maison, on fait une visite à la pagode, par exemple, parce que la pagode est ouverte toute la nuit du passage à la nouvelle année, et on revient à sa maison pour fouler le son de sa maison. Voilà, le premier visiteur, c'est très important. Et deuxième chose, la première sortie de l'année. C'est-à-dire quand vous quittez votre année, votre maison pour la première fois à la nouvelle année, il faut choisir l'heure où vous faites votre première sortie. Il faut choisir la direction qui est favorable en calculant votre signe, votre heure de naissance, votre année de naissance et déterminer le moment qui est le plus favorable et la direction à prendre pour cette première sortie de l'année. Et puis, il y a des choses qu'on doit pas faire les premiers jours de l'an. Par exemple, il ne faut pas discuter et il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas dire des choses malencontreuses. Cela porte un malchance le reste de l'année. Évitez aussi les gestes maladroits, évitez de casser la vaisselle, casser un verre. Ce sont des mauvais présages pour le reste de l'année. Et surtout, ne pas balayer. Pourquoi ne pas balayer sa maison les premiers jours de l'an? Parce que quand vous liquidez l'ancienne année, vous essayez de vous débarrasser de toutes les malchances, des déconvenus, des mauvais esprits, ceux qui ont gâché votre vie pendant l'année ancienne, et pour accueillir et vous accueillir le bonheur, la richesse, tout ce qui peut vous donner la chance dans la vie et vous accueillir dans votre maison. Et si vous balayez les jours de l'an, les premiers jours de l'an, vous risquez de balayer tout ça et ce sera une chose vaine. Donc, il ne faut pas balayer parce que vous devez garder ce qui vous arrive comme bonheur, comme chance, le premier jour de l'an. Donc, voilà les choses à faire, les choses à éviter et surtout ne pas rendre visite à autrui si vous avez un deuil dans la famille l'année dernière. Ce sont des choses, des superstitieuses, mais qu'on respecte. On évite de faire ces choses pendant les premiers jours de l'année. Et après tout ça, après le culte, après l'expression de la reconnaissance, après avoir observé tous ces rites et ces rituels, la tête, c'est enfin une occasion pour se réjouir, pour s'éclater, pour se divertir. Donc, le tête, c'est une longue pause de 4 ou 5 jours de congé pendant lequel on peut tout oublier. Oublier tous ces soucis quotidiens pour s'amuser, boire et manger sans à volonté. Et parmi les divertissements du tête, il y a la danse des licornes qui d'abord était un jeu pour les enfants et après il y a des troupes professionnelles qui font des danses acrobatiques, des danses du lion pour fêter le tête. Enfin, les enfants peuvent s'adonner à des jeux de hasard, des jeux de cartes ou bien des jeux de course poursuite. Les enfants et les grandes personnes aussi peuvent s'adonner à des jeux d'argent pendant les jours du tête
ou bien aller faire des visites dans les pagodes, soit que des visites où il y a plein de monde dans ces jours de tête dans les pagodes, ou bien des voyages plus spirituels pendant les premiers jours de l'année. Maintenant, nous allons revenir un peu à l'art des sentences parallèles. Parce que les sentences parallèles sont incontournables pendant les fêtes du Tết. On décore sa maison avec ces sentences parallèles qui peuvent être assez banales, mais il y a des sentences qui sont restées dans l'histoire parce que ce sont des vrais chefs-d'œuvre. Par exemple, il y a ces deux sentences parallèles dont on ignore l'auteur, l'auteur est anonyme. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, nêu cao tràng pháo, bánh chưng xanh. Ça veut dire en français viande lardée, oignon fermenté, sentence parallèle rouge, grand-mère, rouleau de pétard, rigolé en verre. Donc voilà, en deux phrases, en deux courtes phrases, il y a tous les éléments caractéristiques du Tết, d'avoir les victuailles, ce qu'on mange, et puis les autres objets symboliques comme le mât, les pétards, et puis les sentences parallèles rouges, sur du papier rouge, et le riz gluant vert. Vous voyez, les mots s'opposent deux à deux, et à la fin, rouge est opposé à vert. Donc voilà, deux sentences parallèles qui reviennent toujours. Vous entendez toujours ces sentences lorsqu'arrive le Tết. Voici deux autres sentences parallèles assez amusantes de Nguyễn Công Trứ, qui est un lettré de la fin du 18e et le début du 19e siècle. Chiều 30 nợ hỏi, tích mù có cạn đạp thằng bận ra cửa, sáng mùng 1 rượu say tí lũy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà. Donc c'est deux phrases. En français, ça veut dire l'après-midi du dernier jour, les créanciers me pourchassent inlassablement. Je chasse d'un coup de pied la misère par la porte. Le matin du premier jour, je m'enivre joyeusement. J'ouvre les bras pour porter le bonheur dans la maison. Donc, l'ancienne année, il y a une atmosphère lugubre. Et puis, il y a des choses malchanceuses qui arrivent. Et on essaie, cette personne essaie de faire déguerpir cette malchance. Il chasse d'un coup de pied la misère par la porte. Et le matin du premier jour, c'est une atmosphère de joie, plein d'optimisme et d'enthousiasme. Et il s'enivre joyeusement, il ouvre les bras pour porter le bonheur dans la maison. Donc, il y a deux choses qui sont complètement opposées. D'un côté, la malchance, le lugubre, et de l'autre côté, la joie et l'expression du bonheur. Donc, deux sentences parallèles qui sont faites à l'occasion du Tết. Voici deux autres sentences parallèles. L'auteur est Hồ Xuân Hương, qui est une poétesse de la fin du XVIIIe siècle. Là, vous voyez aussi l'opposition entre l'ancien, ce qui est lugubre, ce qui est malchance, et le nouveau, la nouvelle année, avec l'enthousiasme, le bonheur de l'an nouveau. Le soir du dernier jour, fermons les portes du monde, verrouillons-les bien pour empêcher le roi des ténèbres d'y introduire le diable. Le matin du premier jour, débloquons les serrures de la nature, qu'elles soient grandes ouvertes, afin que la jeune fille accueille en elle le printemps.
vous voyez l'opposition entre deux atmosphères. D'un côté, le lugubre, la malchance, la malédiction, et la nouvelle année, l'optimisme, la joie. Mais ce qui est caractéristique de cette poétesse de la phase première, il y a toujours un sens caché. Si vous lisez attentivement ces deux vers, il y a un deuxième sens caché, mais vu de deux aspects différents. C'est une poétesse qui, elle est peut-être unique dans le monde, une poétesse qui fait des vers à double sens d'une façon très, très habile. Donc, si vous avez le temps, vous réfléchissez un peu à ce chef-d'œuvre de Ho Sung Hương. Donc, en conclusion, le texte vietnamien, d'abord, il y a règne un certain mysticisme, une grande solennité et une grande ferveur, parce qu'on attend la venue de la nouvelle année avec ferveur. Et c'est un sentiment qu'on ne retrouve pas dans les célébrations de la nouvelle année en Occident. Il y a une grande solennité. Et à l'occasion de la venue de la nouvelle année, la première chose qu'on fait ressentir, c'est l'expression de la piété filiale. On est reconnaissant envers ses parents et ses ancêtres. C'est pourquoi on les accueille chez soi pour qu'ils viennent passer les premiers jours de l'an avec leurs descendants. Un autre sentiment, c'est un sentiment d'attachement à son foyer et à sa famille. On appartient à une famille, on appartient aussi à un coin de terre qui est sa terre natale. Et lorsqu'arrive la fin de l'année, on essaie de liquider ses affaires et revenir au sein de son foyer et passer le tête avec sa famille. Il y a aussi des familles dont l'origine est en campagne, et même s'ils vivent en ville, à l'occasion des têtes, ils ont tendance à vouloir revenir passer la fête des têtes dans leur village d'origine, au sein de leur terre natale. Il y a toujours ce sentiment de solidarité et d'attachement à son foyer, à sa terre d'origine. Et comme c'est un événement primordial dans la vie d'un homme, il y a des croyances qui perdurent et des superstitions qu'on respecte malgré tout de siècle en siècle. Et après tout cela, arrivent enfin des festivités, et c'est un grand moment de joie et de détente avant de commencer une année de dur labeur. Pour terminer, je vais respecter la tradition en faisant 2 sentences parallèles en français, mais en respectant les règles des sentences parallèles vietnamiennes. L'année durera sombre dans les ténèbres, qu'elle disparaisse emportant son affreux virus. L'ère du buffle émerge dans la lumière, qu'elle arrive porteuse d'un immense espoir. C'est 2 sentences parallèles que je vous présente en conclusion de mon exposé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anh Vĩnh Dao. C'était absolument super, très complet, et en fait, il manquait juste que le bruit des pétards pour que vraiment on se sente dans une ambiance de fête. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi ta sentence parallèle. Peut-être, elle serait plus dure si on introduisait le mot Covid, pour lequel il serait beaucoup plus difficile de trouver une contrepartie ou bien un opposé. Peut-être la vaccination. Alors, on aura beaucoup de temps pour discuter de ta présentation, mais peut-être que sans plus tarder,
On va passer à la deuxième invitée de la journée d'aujourd'hui. Donc, nous allons avoir maintenant le plaisir d'accueillir Isabelle Genlis, qui est comédienne, auteure, mais surtout conteuse. Alors, en fait, ce que je vais dire là sont ses propres mots. Elle puise ses inspirations dans les pays d'Asie, du Sud-Est, bien évidemment, dont le Vietnam, mais parfois avec quelques envolées au Japon. Alors, c'est une inspiration ni bonne ni mauvaise, hein, mais elle vaut pour celle-là comme pour tous les autres. Et Isabelle, là encore selon ses propres mots, adore onduler entre les langues, chalouper sur le rythme et surtout partager ses connaissances et sa passion avec nous autres. Donc je vous propose maintenant, sans plus tarder, d'onduler et de chaluper avec Isabelle qui va nous emmener faire un petit tour sur les autres, vers d'autres pays d'Asie qui fêtent la fête du Nouvel An, comme au Vietnam. Alors, le temps Merci, pour... mon grand frère. Je vous en prie. Euh, donc, en attendant qu'Isabelle partage son écran, ce que je vois qu'elle est en train de faire, et puis ensuite, la parole est à vous. Je ne peux pas partager l'écran parce qu'il est déjà partagé. D'accord, très bien, parfait. Et donc maintenant que votre micro est allumé, et donc Voilà. vous avez le temps qu'il faut pour nous parler de ce qui vous intéresse. Alors moi je suis conteuse et puis on a eu déjà un magnifique exposé sur la fête du Tet pour laquelle je vous raconterai tout à l'heure quelques histoires pour qu'on voit à quel point cette fête est une fête de légende, à quel point les fêtes et tout ce qui nous entoure sont toutes les célébrations que nous pratiquons sont vraiment des célébrations légendaires dans tous les sens du terme. Je vais m'appuyer pour ça sur un petit dossier que j'avais fait pour la revue Mythologie sur les fêtes en Asie. Donc ce dossier, je ne peux malheureusement pas vous le communiquer parce qu'il est évidemment sous les droits de l'éditeur, qui est donc Mythologie. On peut le trouver dans la revue Oracom. Si on tape Oracom, revue Mythologie, les fêtes en Asie, ou leur écrire un petit mot parce qu'il a été édité plusieurs fois en fait. Donc j'avais commencé par parler un petit peu de la fête des lanternes, c'est-à-dire le Nouvel An chinois. Effectivement, puisque c'est là essentiellement que les fêtes de la nouvelle année lunaire puisent leur origine. Et puis après, j'étais passée évidemment par la Corée, puisque le Nouvel An lunaire se fête dans tous les pays d'Asie. J'avais fait un petit tour par le Japon et nous étions allés aussi un peu voir ce qui se passait au Tibet et ce qui était très beau de voir au Tibet, c'est que pour la nouvelle année, comme on peut le voir dans le texte que vous avez à l'écran là, c'est que donc la fête s'appelle le Losar. Il dure 3 jours et le jour du Nouvel An, donc les Tibétains se préparent. Isabelle, je m'excuse de vous interrompre, mais en fait, on n'a pas votre écran. Ah bah je ne peux pas mieux le partager que je ne le fais là. Je suis en partage. Alors attendez, je le refais. Toc. Voilà, maintenant là. Presque. Donc, voilà. Voilà, vous l'avez. Ça y est, on l'a. Donc là, vous avez donc je vous remontre ce que je croyais vous avoir montré. Donc c'est le dossier que j'ai fait. Donc c'est celui-ci avec le Nouvel An chinois, le Nouvel An coréen, le Nouvel An japonais, le Nouvel An tibétain. Et ce qui était intéressant au Tibet pour quelqu'un qui s'intéresse au conte, c'est que le conteur qui est nommé Drekar là-bas réveille la population le premier jour de l'année et qui trouvera un conteur à sa porte et qui trouvera le premier un conteur à sa porte sera suivi toute l'année par la chance. Alors vous imaginez bien que
que les conteurs aiment bien ce type de légende et de référence. Et puis enfin, je m'étais arrêtée sur la fête du Tête, qui a été le plus long des articles que j'ai fait sur les fêtes en Asie, puisque, comme l'a très bien expliqué, et je ne vais pas revenir dessus, le Tête est composé de plusieurs parties, et avant, pendant, après, et donc chacune de ces périodes est accompagnée de légendes, et c'est ces légendes que je vais proposer de vous raconter. Je vous remettrai ensuite le partage d'écran, mais pour le moment, je préfère vous regarder pour vous raconter un peu ces histoires. Tout à l'heure, vous avez parlé des animaux du zodiaque. Alors, j'avais très envie de vous raconter la légende des animaux du zodiaque et ce qui se passait avec l'empereur de Jade. On dit qu'il présidait l'audience matinale au Palais Céleste quand tout d'un coup le phénix, le dragon et le tigre ont investi la salle du trône. Ils ont crié, hurlé, c'était une cacophonie. L'empereur les a interrompus et il a dit: Phénix, toi tu es le roi de la montagne, tu caresses le ciel. Dragon, toi tu es le roi des eaux, où le ciel se reflète. Tigre, toi tu es le roi de la forêt dont le feuillage est un ciel. Alors calmez-vous et exprimez-vous noblement, comme votre rang l'exige. Et d'une seule voix, les trois rats ont répondu: l'homme nous attaque chaque jour, l'homme nous chasse et surtout l'homme nous mange. L'empereur de Jade considéra la plainte avec sérieux. Et puis, il a dit: retournez dans vos royaumes et informez les vôtres que moi, l'empereur de Jade, mon ministre, Étoile d'Or, nous les attendrons devant la porte sud du Palais Céleste à la 5e veille du matin. Les 10 premiers arrivés recevront les symboles des années de 0 à 9. Et les hommes devront donc honorer les animaux liés à leurs années de naissance pour qu'à mon tour, je les protège. Ainsi, 10 animaux seront préservés par une partie de l'humanité. Et puis, une fois qu'il a dit ça, l'empereur de Jade a tourné les talons. Les trois rois sont retournés sur la terre et ils ont répondu la nouvelle comme une traînée de poudre. Évidemment, tous les animaux à poil, à plumes, à écailles se sont préparés pour la 5e veille du matin. Le rat est sorti de son trou. Il n'avait pas du tout entendu parler de cette nouvelle. Et par contre, il découvrit à ce moment-là le chat qui était occupé à se toiletter. Alors il lui a dit: mais chat, pourquoi est-ce que tu te fais beau comme ça? Et le chat a dit: mais frère rat, si vous souhaitez faire partie des élus, de ceux qui seront protégés, il faudrait peut-être sortir du sous-sol et il faut aller jusqu'aux cieux. Il lui a dit tout ce qu'il fallait faire et donc le rat, à la 3e veille du matin, a pris son élan et s'est dirigé vers le palais de l'empereur de Jade. Quand il est arrivé devant la porte sud du Palais Céleste, les fauves, les oiseaux étaient déjà tous alignés, ils étaient serrés les uns contre les autres, on aurait dit une armée prête à l'assaut. L'empereur de Jade, lui, illuminait la salle du trône. Étoile d'Or, son ministre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était installé, il était juste derrière l'empereur, derrière un pupitre, il avait un pinceau, du papier de riz pour y inscrire le nom des 10 gagnants. Le temps a passé, la 5e veille est venue. L'empereur a fait un signe de la main à son ministre et Étoile d'Or a lancé « Le concours est ouvert ». La foule des candidats s'est précipitée. Elle était si longue, elle était si large que les animaux se coinçaient entre les montants de la porte, mais personne ne voulait laisser sa place. On jouait des épaules, des muscles, des pattes, des ailes, des coups de bec, on poussait. Et le rat se dit: tous ceux qui m'entourent sont très forts à la lutte. Ils vont faire de moi un petit tas de poils grisonnants si je ne bouge pas. Ma petite taille peut être cependant un atout. Et le rat fit ce qu'on lui avait toujours reproché. Il se courba comme un arc, pointa ses dents en avant comme une flèche, et sans que personne ne soupçonne sa présence, il se faufila sournoisement entre les pattes des prétendants. Quelques instants plus tard, il sortit de la mêlée, se releva fièrement devant le trône du maître du ciel. Il était le premier. L'empereur de Jade a dit: rat, tu es le premier. Étoile d'Or a noté le nom du rat avec élégance sur son papier de riz
Et le buffle, en voyant ça, ruisselait de sueur. Il a dit, tu vas voir, tu t'es fait petit, tu croyais que la force ne servait pas, tu vas voir. Il a rentré les épaules, il a fait un sursaut de l'arrière-train, il a poussé tout le monde et il s'est rué vers le trône. Il s'est arrêté net, cornes pointées vers le firmament devant le maître du ciel. Évidemment, l'empereur a dit, le buffle est le deuxième gagnant. Et le buffle avait pris de la place dans la mêlée des animaux. Et aussi, quand il est parti, il a assoupli la lignée tendue des prétendants. Le tigre en a profité pour se défroisser un peu les rayures. La hargne de se voir doublée par un animal que d'ordinaire il mangeait l'a réveillé. Il a bandé ses muscles et dans un rugissement grave, s'est arraché de la grappe des animaux. Plus souple que le bambou, il s'est posé devant le maître du ciel. Le roi de la forêt est le troisième. Quant au lapin, il étouffait sous ses propres poils. Mais il avait tout de même un œil dégagé et il admirait ses rivaux qui étaient plus forts que des rocs, plus lestes que le saule. Quelques larmes perlèrent sur son museau. Lui qui était si petit, il allait devenir une véritable carpette. Alors il s'est tortillé. Ses poils de soie ont glissé le long des cornes de ses voisins. Et là, dans un corps à corps délicat, hop, un dernier coup de rein le projeta au pied du maître du ciel. Le lapin était le quatrième. Étoile d'Or notait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et soudain, il a senti des effluves de poils et de plumes grillées. L'encre même séchait, s'écaillait. Le papier jaunissait, il s'est dit ça brûle. Et en effet, une flamme léchait son pupitre. Le dragon brûlait du désir de sauver les siens des mains des hommes. Il crachait du feu et il consumait tout ce qui se dressait au travers de son passage. Aussi, les muscles des adversaires avaient fondu, les cornes étaient devenues de la pâte cireuse, rien ne lui avait résisté. Le cinquième fut donc le dragon. Alors là, les autres animaux se sont échauffés. Ils ont dit ça n'est pas possible. Et des protestations enflammées ont envahi la salle du trône. Sauf pour le serpent. Lui, comme on le sait, il avait le sang-froid. Il profita de ce moment enfiévré pour ramper à travers la foule. De son sang-froid, il a rafraîchi les pattes, les ailes, les poils, les écailles de tous les autres. Et il se présenta prosterné devant l'empereur de Jade. Le serpent était donc le sixième. Quant au cheval, il avait été chatouillé par le serpent. Il s'est cabré, il s'est engagé dans un galop effréné et sa course s'est achevée devant l'empereur de Jade. Le cheval était donc le septième. Et la chèvre, elle, avait vu tout ça. Et elle se demandait bien quel atout elle avait pour pouvoir gagner. Mais elle n'avait pas envie de se laisser dévorer. Alors, elle s'est dit, mes cornes qui étaient enfouies dans les poils des autres, elles n'ont pas fondu. Et elle s'en est servie. Son voisin le plus proche l'a bien senti. Quand elles se sont plantées dans son flanc, il s'est tordu de douleur, il s'est écarté d'un bond. La chèvre a dit, ça c'est une trouvaille, je vais tous les embrocher. Et elle les a embrochés, tous ceux qui se trouvaient sur son passage, elle est arrivée huitième. Et là, on entendait les cris des uns, les gémissements des autres. Le singe, lui, restait silencieux, il se grattait la tête. Et en se grattant la tête, il s'est dit, si j'ai pas de cornes, j'ai des doigts habiles. Et le voilà qui arracha à pleine main les poils, les plumes, les oreilles de ses concurrents. Il a tellement tiré que tout le monde piaillait et que tout le monde l'a laissé passer. Le singe est donc arrivé le neuvième. Et le coq, lui, chantait son désespoir, hurlait son désespoir. À chaque place que les autres avaient conquis, il chantait de plus en plus fort. Pour lui, il ne restait plus qu'une place. Alors il y mit tout son cœur. Il chanta tellement fort que son chant envola ses ailes. Il prit son élan et il survola tous ses concurrents pour se poser devant le maître du ciel.
Alors le coq était le 10e, le dernier de la liste, le concours était terminé. Mais soudain, alors que le coq était à peine arrivé, on a vu 2 animaux qui arrivaient en même temps, juste devant l'empereur. C'était le chien et le cochon. Eux, ils ont dit, on n'a pas vu le coq passer. Et ils arrivaient, l'un en jappant, l'autre en couinant. Alors Étoile d'Or, le ministre qui notait tous les concurrents, était confus. Il a dit, je vous inscris sur la liste des animaux célestes. Et c'est ainsi qu'ils furent 12 pour désigner les animaux de naissance des hommes. On dit aussi que le chat fut très vexé d'avoir été gagné par le rat, alors que c'est lui qui l'en avait informé, et que depuis ce temps, les chats n'ont plus de pitié pour les rats, ils les mangent. Voilà, c'était cette légende qui court selon différentes versions dans les pays d'Asie pour expliquer pourquoi, de façon légendaire, tel ou tel numéro correspond à tel animal et pourquoi donc on suit ces années-là. Merci beaucoup, c'était vraiment superbe. En fait, effectivement, certains animaux ne sont pas les mêmes selon le pays. Au début, vous aviez parlé du lapin et au Le Vietnam, vous lièvre le au savez, Vietnam. le lièvre, et en fait, au Vietnam, c'est le chat. Alors, on comprend mieux. Ah non, c'est pas le chat. Même au Vietnam, c'est pas le chat, c'est le lièvre. Ah bon? Parce que le chat mange le rat. Ce conte, il est vietnamien. Hein. Il vient pas d'ailleurs. Bon, je pensais que c'était le chat, mais vous avez certainement Il y a raison. différentes versions. Il y a différentes versions. C'est ça, les contes, c'est les versions qui sont différentes. On va pas se disputer ni pour un chat ni pour un rat. Donc maintenant, je pense que bah, vous avez pu comment dire, constater les talents de conteuse d'Isabelle et donc je crois que nous pouvons maintenant ouvrir la discussion et donc ce que je propose et d'ailleurs ce qu'a fait Anken, on va regarder les différentes questions qui ont été posées mais juste avant de lire les questions je pensais juste une chose Wingdao, concernant la coutume de ne pas balayer les choses le premier jour de l'an, pensant que cela pourrait chasser de toutes les bonnes choses qui pourraient nous arriver. Alors je me pose la question si maintenant, au lieu de les balayer, est-ce que ça marche pour l'aspirateur? Parce que dans ce cas-là, on les retient. Angving, là aussi, il va falloir peut-être que tu rouvres ton micro. Mais je n'avais pas tout à fait fini mon exposé, justement. Je suis désolée, mais... Ah, excusez-moi, je pensais que vous aviez fini. Donc, c'est-à-dire qu'on m'avait accordé 40 minutes, donc... d'accord, toutes mes excuses. Donc, justement, continuez, Isabelle, bien sûr. Celle du ballet, il y avait une devinette qui va avec ça. Entendu. Et justement, la devinette, c'est pourquoi, alors je la recherche là, pourquoi ne fait-il pas, quelle est la personne qui, dans une maison, chapard de tout ce qu'elle voit? Réponse, le balai. Et il y a une légende qui raconte ça, donc qui est là, dont je vais vous en faire un petit résumé. C'est que assis au bord d'un lac, il y avait un pauvre jeune homme qui se plaignait de sa misère, et le génie du lac lui a offert un petit animal. Et de ce jour, il a été comblé. Le bonheur était avec lui, et le jour du tête, il a failli écraser le petit animal. Le petit animal s'est caché dans un tas d'ordures, et en se cachant dans un tas d'ordures, il a emporté avec lui le bonheur qu'on lui avait offert. Le bonheur a été balayé, c'est ce que dit la légende. Et c'est pour ça que ça a offert la devinette populaire. Quelle est la personne qui, dans une maison, chapard de tout ce qu'elle voit? Le balai. Voilà. C'était ça. Après, il y a toutes les autres légendes qui sont dans cet article que je veux bien vous repartager, mais que malheureusement, je ne peux pas envoyer, qui est que sur les fleurs de péché, sur le fait aussi que sur le mât du thé aussi. Et notamment, je suis en train de la rechercher. Pour chasser les démons,
parce que j'essaye de voir les légendes dont notre ami, effectivement, n'a pas abordé pour pas que les gens les entendent deux fois. C'était celle où Bouddha étend son manteau, voilà, c'est ça. C'est le 30e jour du mois, quand les Vietnamiens placent le bambou devant chez eux. Il y a une légende qui s'y rapporte, où on dit que Bouddha, considérant la misère des habitants, leur a rendu visite, qu'il a été encerclé par les démons qui l'empêchaient d'avancer. Alors, il leur a demandé une parcelle de terre. Les démons, évidemment, ont refusé, et devant le refus, Bouddha a vu surgir une quantité de richesses et a proposé d'acheter tout ce que sa tunique recouvrirait. Les démons ont accepté. Ils les ont déchantés totalement lorsqu'ils sont aperçus que le vêtement de Bouddha s'étendait indéfiniment. Et ils ont dû tenir leur promesse. Et Bouddha, depuis ce temps, a assuré la protection aux Vietnamiens et leur a conseillé de planter chaque année une perche de bambou comme une marque de sa protection durant les 7 jours où les démons étaient lâchés sur la terre, pour permettre aux ancêtres de descendre paisiblement des cieux, jusqu'au jour où le génie du foyer reviendrait à son poste. Et après, il y a l'histoire de la chaux que vous avez mentionnée tout à l'heure. Voilà, ça c'était des petites légendes complémentaires, en plus des légendes qui sont après notées dans l'article si vous désirez le lire. Très bien, donc est-ce que vous avez terminé ou vous avez encore d'autres contes à nous raconter, ce dont on se réjouit? Non, là après, si vous voulez parler, allez-y, moi j'ai décidé que j'ai terminé. Très bien, donc en fait, il y a eu beaucoup de commentaires, et notamment les derniers. Vous remerciez de la façon où vous aviez raconté cette belle course entre les différents animaux. Et personnellement, j'avais appris, j'ai toujours pensé que le cochon terminait dernier, cochon qui sont des lits, mais en fait non, ils étaient tous les deux avec le chien dernier ex aequo. Donc maintenant, on va peut-être commencer la discussion générale. Donc avec un Vindao qui pourrait effectivement rallumer à la fois sa caméra et son micro, et Isabelle qui est toujours avec nous et qui, je pense, pourra intervenir n'importe quand. Donc, en attendant que les questions arrivent, il y a eu beaucoup de commentaires, Engdao, concernant les sentences parallèles. Et donc, en fait, tu as cité quelques exemples de sentences parallèles, et en insistant peut-être sur l'opposition de quelques des mots. Mais en fait, à mon très humble avis, c'est que à côté de cette opposition qui existe toujours, je pense qu'il faut plutôt prendre les pieds des sentences parallèles comme étant des mots qui sont plutôt complémentaires et qui se complètent effectivement l'un et l'autre, et très probablement qui sont en miroir l'un de l'autre. Ils ne sont pas totalement opposés, mais ils se regardaient un petit peu en miroir, et c'est ça qui fait toute la richesse et la difficulté de ces, en vietnamien, câu đối, ngày Tết. Donc j'ai juste une question à te poser, c'est que cette façon de faire est très probablement d'influence chinoise. Mais est-ce que dans d'autres pays d'Asie, et là peut-être qu'Isabelle pourrait aussi compléter, tels que le Japon, la Corée ou le Tibet, eh bien cette façon de faire existe également? Oui, pour te répondre, Anton, tu as parfaitement raison. Dans les sentences parallèles, il n'y a pas forcément une opposition, mais des choses, des mots qui sont peut-être mis en parallèle, des choses qui se complètent aussi, ou bien des choses qui s'opposent. Mais en fait, le principe, c'est que la syntaxe, la construction des deux phrases est la même. Les deux phrases suivent une même construction avec un même nombre de mots. Ils sont
on a raison de dire que ce sont des sentences parallèles et ils sont en parallèle. Ils peuvent être en opposition aussi, mais ils peuvent se compléter en parallèle. Je réponds à une autre question d'un de nos auditeurs. Les sentences parallèles ont bien sûr une origine chinoise. Et il existe des sentences parallèles en chinois, mais les Vietnamiens ne les lisent pas à la façon des Chinois. Ils les lisent à la façon des Vietnamiens. C'est avec des tonalités vietnamiennes qu'on lit les Chinois. Et on comprend. Mais si un Chinois écoute ça, entend ça, il ne comprend rien, bien que ce sont des caractères chinois, mais lus à la façon vietnamienne. Je vis là les deux sentences parallèles d'un de nos auditeurs. C'est des sentences parallèles chinoises, mais lues à la façon vietnamienne. Par exemple, Thiên Tăng Tuế Nguyệt, Nhân Tăng Thọ, Xuân mãn càng không, phúc mãn đường. Donc, ce sont des sentences chinoises. Il faut comprendre le chinois pour comprendre le sens de ces sentences. Mais lues à la façon vietnamienne, on peut les traduire en vietnamien. Par exemple, le ciel s'enrichit chaque année des cycles solaires et lunaires. L'homme s'enrichit de sa longévité, c'est-à-dire chaque année, il accumule sa longévité, s'accumule d'année en année. Et la deuxième sentence, le printemps emplit tout l'univers et le bonheur emplit toute la demeure, toute la maison. Voilà. C'est le sens, mais la construction, je ne suis pas poète, je ne peux pas traduire ça en vers, mais le sens est cela. D'une part, pardon, vas-y. Une question que tu as posée tout à l'heure, est-ce que ça marche avec l'aspirateur? Oui. Je pense que le principe est le même. Si on prend l'aspirateur pour aspirer tout ce qui est dans la maison, on risque de faire disparaître aussi le bonheur, la chance qui arrive dans votre maison. On peut faire disparaître dans l'aspirateur, c'est la même chose. Alors moi, je pensais qu'on pouvait le stocker dans l'aspirateur et puis ensuite les retrouver plus tard. Mais c'était juste une blague. Donc, pour revenir à des choses beaucoup plus sérieuses, concernant les sentences parallèles, on voit bien l'influence des Chinois, notamment avec les vers à 7 pieds, Thật Ngôn, mais aussi l'influence des Vietnamiennes avec les phrases relativement longues, telles que tu nous avais décrites, avec Nguyễn Công Trứ et puis Hồ Xuân Hương. Alors là, j'ai deux questions qui arrivent sur le chat. La première d'Alain concernant les associations entre les signes. Il y en a certains qui vont avec d'autres et d'autres qui s'opposent, qui ont trait plutôt à des questions d'astrologie et peut-être qu'Isabelle pourrait commenter, mais là il y a une question de Viviane qu'on pourrait peut-être aborder tout de suite concernant la place des estampes dans la fête du Tết. La place des estampes. Des estampes. Des estampes. Oui. Tu sais, les dessins. Oui. Est-ce que ça a une place? Oui. Je comprends les estampes. Hein? Ah, les estampes. Oui. Oui. Mais ce qui est plus important, ce sont les sentences parallèles. Mais il y a aussi des estampes qu'on confectionne spécialement pour le Tết et ça a des significations. On représente parfois les animaux dans les cycles lunaires ou bien les scènes de bonheur, de richesse, de gloire, spécialement pour le Tết, conçu pour le Tết. Alors, il y a une question très simple, hein. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent la réponse, mais je vais te laisser le soin de répondre. La question est de Dieppe Chalayé, qui dit est-ce qu'il y a une différence entre l'année Canshou et l'année Tengshou? Ça suit l'ordre.
Le premier élément, c'est le can ou les tiges. Et le deuxième élément, c'est les chi, c'est le nom de l'animal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 10 noms pour les cannes et 12 pour les animaux, les chi. Et on suit l'ordre. On suit l'ordre. Et lorsqu'on arrive au 10e mot de la première série Cannes, on recommence le premier mot. On recommence une nouvelle série de 10 mots. Tandis que les chi, ce sont les noms des animaux, il y a 12. Donc, à la fin des 12, on recommence une nouvelle série. Alors, les combinaisons différencient d'année en année. Et puis, pour retrouver la même combinaison, il faut 60 ans. Voilà. Le cycle de 60 ans. En fait, je ne suis pas du tout mathématicien, loin de moi cette ambition, mais c'est relativement simple. Il y a effectivement, comme a dit Windau, il y a 12 animaux, et comme nous a raconté Isabelle, et puis ensuite, chaque année, en fait, il y a les cannes, et il y en a 10 en tout. Donc, en fait, je ne les connais pas, mais par exemple, je sais que Nyam, c'est pour les années qui se terminent par le numéro 2, donc 2002, 2012, 2022, Kui, c'est le numéro 3, donc 2003, etc. Et donc, du fait de l'existence de 10 différents cannes et de 12 différents animaux, eh bien, pour retrouver la même combinaison, il faut prendre le plus petit numérateur commun, à savoir entre 10 et 12, c'est-à-dire 60. Voilà, donc très brièvement, je pense qu'Alvin, tu es d'accord avec moi avec cette explication. Donc on doit pouvoir ensuite passer à d'autres questions qui arrivent tellement vite que je n'arrive plus à les lire. Mais alors, on va peut-être revenir aux animaux. Et donc, Isabelle, véritablement, vous intervenez quand vous voulez. Il y a une question pour savoir si les animaux sont assortis aux différents éléments, eau, fer et terre. Et puis toujours, la même question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des animaux qui vont mieux avec certains et moins bien avec d'autres? Ou bien Bunda? Ça dépend des signes astrologiques et c'est une science appelée astrologique et ça dépend de l'heure où on est né. Et il y a certains signes qui sont favorables par rapport à... il y a des personnes qui sont nées la même année, mais le jour est différent, l'heure est différente. Donc, on ne peut pas généraliser pour tout le monde. Et il y a des choses qui sont favorables pour les uns, mais pas pour les autres. Voilà. Donc, une question d'Angela. Qui dit que sa mère lui expliquait que Kan va avec Ko, c'est-à-dire solitude, Ton va avec Ko, c'est-à-dire la souffrance, Nyam c'est bien pour les hommes et Kui c'est mieux pour les femmes, et que l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc en fait tout ça sont vraiment des légendes. Juste une chose sur laquelle je voudrais que tu commentes, Andao, c'est que la fête du Tet est tellement importante pour tous les Vietnamiens qu'il y a un point que tu n'as peut-être pas évoqué, mais que nous savons tous, c'est probablement le plus grand malheur pour un Vietnamien, c'est de vivre loin de chez lui le Tet Sanya. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup impacté sur le moral des expatriés que nous sommes. Donc le fait de ne pas pouvoir vivre le Tet, non seulement dans sa famille, mais aussi dans son pays. Et c'est pour ça peut-être aussi que lors de la fête du Tet, tous les gens qui travaillent dans les villes rentrent chez eux à la campagne. Donc peut-être que tu peux nous en parler de cela. Oui, comme j'ai dit que le Tet suscite plusieurs sentiments. D'abord le respect pour ses parents, pour ses ancêtres, et aussi il y a un sentiment d'appartenance. On a le sentiment qu'on appartient à une communauté, on appartient à une famille, à une communauté, on appartient à une terre, sa terre natale. Donc les gens qui sont loin de chez eux, loin de leur foyer, lorsqu'ils sont obligés de voyager pour des affaires, et ils s'efforcent toujours de régler les affaires, de boucler les affaires pour revenir faire le Tet au sein de leur famille. C'est là qu'ils trouvent ces racines.
Et j'ai dit tout à l'heure aussi que les citadins qui ont leurs origines à la campagne, ils ont toujours le désir de revenir dans leur terre natale pour fêter le tête et pour les expatriés. Euh, euh, il y a toujours un sentiment de nostalgie les jours du tête, mais il y a un autre sentiment, c'est-à-dire lorsqu'on est obligé de quitter sa patrie, on adopte une nouvelle patrie. Donc, la terre où vous vivez maintenant, bien que ce ne soit pas votre terre natale, c'est quand même la terre de votre nouvelle patrie. Donc, vous avez aussi un sentiment d'attachement à cette nouvelle terre. Donc, on est un peu partagé. Donc, le test suscite des sentiments très forts. On a des sentiments d'attachement envers son ancienne patrie, mais aussi il y a des sentiments très forts pour la terre, pour le pays dans lequel on vit actuellement. Donc, on peut se consoler. Si on ne peut pas passer le tête au Vietnam, si on vit ici en France, on adopte ce pays comme seconde patrie, on peut tout aussi bien fêter le tête là où on vit. Faire contre mauvaise fortune mon cœur. Peut-être Isabelle, vous pourriez nous dire si ce sentiment de désolation, de ne pas pouvoir passer le nouvel an lunaire dans sa famille ou bien dans son village, prévaut également en Chine, en Corée ou au Japon? Non, ça je pourrais absolument pas vous le dire. Moi, je suis conteuse. Vous savez, je suis pas ethnologue, donc je travaille sur la littérature orale. Je pourrais vous parler des légendes et des contes que je peux repérer dans mes recherches extrêmement fouillées. Mais après, vous parlez des habitudes des habitants, ça non, c'est pas des pays dans lesquels je vis. Très Et bien. Donc, je pensais que simplement par vos différentes lectures, vous avez ces informations, mais ce n'est pas du tout dans grave. la littérature orale, c'est pas indiqué. Moi, mon sujet, c'est la littérature orale, donc Voilà. Très bien. Bah, il n'y a pas écoutez, des gens qui excusez-moi. relatent. Donc, Non, voilà. non, non, c'est pas ça, mais je suis en train de réfléchir en même temps que vous me posez la question. Et il y a la littérature orale ne relate pas, elle explique, enfin, elle image par des contes, par des récits fictifs ou inspirés de la réalité, un symbole, mais pas les habitudes, et surtout aujourd'hui, ouais, ça c'est. Je Très pense que de bien. toute façon, toute attitude communautaire fait que quand on est loin des siens au moment d'une célébration, c'est compliqué. Oui, c'est cela, mais en fait, ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui véritablement existe au Vietnam. Donc, en fait, le Vietnam fut un pays essentiellement rural, et puis, avec le développement industriel, il y a beaucoup de gens qui vont à la ville pour travailler. Et après, ce que je sais, et puis ça ne date pas d'hier, puisque c'était pendant mon enfance, donc il y a plus de 50 ans, les personnes qui travaillaient à la ville, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, eh bien, ils étaient d'une désolation absolue. Beaucoup plus que le buffle qui a vu perdre sa première place pris par le rat. Donc voilà. Alors à propos des comptes, il y a eu des questions. Donc votre compte a suscité beaucoup de questions et notamment il y avait une question qui disait que il y avait une version qui dit que le rat a réussi simplement en mordant la queue du buffle, donc en faisant de l'autostop sans que le buffle sache. Et puis au dernier moment, eh bien, il a juste sauté au devant du buffle pour le coiffer sur le poteau. Donc ça aussi, c'est une version. Il faut savoir que les contes et légendes, il n'y a pas une version qui prévaut à une autre version. Bien Il y a sûr, des tout à versions fait, qui se tout à fait. succèdent, qui sont même apparues dans des régions différentes en même temps et qui se métamorphosent avec les peuples. Ça, c'est la base de la littérature orale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une version qui soit la vraie version, Tout à une fait. version qui soit une fausse version. Donc ça, peut-être, c'est pas très connu. Si vous voulez, quand on parle d'un conte comme quelque chose que tout le monde va connaître ici, comme le Tam Cam, par exemple, déjà, le Tam Cam au Vietnam, vous avez au moins 4 versions. Tout à fait. Oui. Bah, c'est la même chose pour toutes les versions, c'est-à-dire que
Et vous allez avoir dans cette partie-là une influence chinoise, dans cette partie-là, ça va être l'influence de l'ethnie qui va être là. Et puis après, comme ce sont des nomades, ça va bouger, l'histoire va voyager et elle va se retransformer en fonction du contexte culturel. Donc en réalité, il peut y avoir autant de versions et elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Bah, Après, c'est en fait ça, c'est ce que les anciens vietnamiens et chinois disent, hein, Tam Sao Thất Bản, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on raconte une histoire, eh bien la fois prochaine, cette histoire-là risque soit d'être déformée, soit d'être un petit peu modifiée. Donc alors, je ne dirais pas déformer, parce que quelqu'un qui raconte une histoire et qui a bien fait de son travail ne va pas la déformer. En revanche, et comme on peut le voir dans tout ce qui est en Vietnam, vous avez la chance quand même d'avoir des bardes absolument incroyables, et notamment dans les montagnes. Et ces bardes vont avoir une histoire à raconter, généralement celle du grand héros épique qui va ramener la paix dans les peuples des montagnes. Et on peut voir que quand ils se transmettent l'histoire de façon tout à fait traditionnelle et très codifiée, eh bien, chacun va prendre une partie de l'histoire qui va être à sa préférence. Et comme ça va être sa je suis tout préférence, à fait d'accord. il va développer cette partie de l'histoire et puis une autre partie de l'histoire qui va moins lui plaire. Du coup, il va la passer plus en dessous. Donc ça c'est vraiment la métamorphose des contes et on peut observer très scientifiquement d'ailleurs, ça a été fait, les parcours, mais sans jamais savoir qu'est-ce qui peut prévaloir. Qu'est-ce qui peut prévaloir? Ça, personne n'a su dire ça. En effet, la métamorphose ou bien la déformation, mais vous qui êtes formidable conteuse, si vous me racontez des histoires, moi qui suis malentendant avec la mémoire défaillante, eh bien je risque de ne pas tout retenir et de la raconter d'une autre façon. Euh, voilà, donc une question pour peut-être Anne Windau de notre ami Diep Chalaye qui dit que les Japonais fêtent leur nouvel an le 1er janvier solaire. Évidemment, venant d'un pays comme le Japon, le pays du soleil levant, ont-ils des traditions similaires aux nôtres? Est-ce qu'ils ont d'autres légendes? Très certainement. Mais est-ce qu'ils ont des traditions similaires? Les Japonais, ils ont leur fête de la nouvelle année traditionnelle, comme les Orientaux, comme la plupart des Orientaux, en fait, comme les Vietnamiens, les Chinois, les Coréens. Mais ils ont décidé, pour simplifier les choses, de fêter le nouvel an occidental et laisser tomber la fête traditionnelle. Mais ils ont D'accord. quand même un nouvel an traditionnel selon le calendrier lunaire. D'accord. Je peux Très vous bien. partager si vous voulez. Je peux vous montrer là. Ils ont notamment un gâteau qui s'appelle le miroir de la déesse Amaterasu. Et en fait, c'est depuis 1873 qui fonctionne sur le système du calendrier grégorien. Voilà, si ça peut aider ce monsieur, si ça peut répondre à la question. Je sais pas Je comment. suis sûr que ça l'a aidé. Alors ensuite, alors c'est une question spécifiquement pour vous, de la part de Martine. Pouvez-vous donner les références exactes pour acquérir votre livre de contes et des fêtes en Asie? Alors, c'est pas un livre, ça a été publié par la revue Mythologie. Ça a été publié dans un premier temps ça a été publié dans un premier numéro. Alors attendez, il faut Alors le premier numéro où ça a été publié, vous le voyez certainement en même temps que moi, c'est voilà ce numéro-là. Euh, Contes légendes, c'était le hors-série Noël et c'est là que le premier dossier a été publié et après ça a été republié dans Contes et légendes Fête de Noël et ça a été republié encore depuis dans un autre numéro, mais je ne l'ai pas noté. Je pourrais plus vous dire, je l'ai simplement vu en librairie, mais après mais peut-être faut aller regarder sur le site Oracom. Je vous le mets en et vous pouvez leur écrire Ah non, j'ai répondu à une seule personne. Comment on fait pour envoyer à tout le monde? Voilà, tout le monde.
Alors, il y a des fois où ils ont publié que ce qu'il y avait sur la fête du Tet, et il y a des fois où ils ont publié le dossier entier. Peut-être il faut leur poser la question, leur écrire un petit mot si vous voulez leur... Voilà, Oracom comme communication orale. Donc, je pense que nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Il est presque 17 heures. Donc, si vous avez encore des questions, bien sûr, nos deux invités sont là pour les répondre. Bien sinon, je pense que on va peut-être conclure et encore une fois remercier à la fois Isabelle Genlis et puis Anne Windau de vos formidables exposés qui nous ont permis à la fois de revisiter les contes concernant les animaux et puis de revivre, ne serait-ce que par les images et puis par le récit, la fête du Tet. Juste une chose, les sentences parallèles qui sont tellement importantes, en fait, parfois et finissent très souvent par se rejoindre. Sommes-nous d'accord là-dessus, Anne Windau? Les sentences parallèles finissent par se rejoindre, et si tel est le cas, eh bien, ça va mettre au challenge les mathématiciens, parce qu'en principe, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, ce qui n'est pas le cas concernant les sentences parallèles vietnamiennes. Voilà, Ancon, est-ce que tu veux reprendre pour simplement annoncer les prochaines conférences? Écoutez, merci, je prends la relève. En tout cas, tout d'abord, merci à vous tous d'avoir été très nombreux. Vous étiez même au-delà de 100 personnes à vous inscrire à ce séminaire. Et là, nous sommes presque 80 personnes, c'est beaucoup. Donc, on vous remercie pour votre participation. Je remercie évidemment Anh Windau et Isabelle Genlis pour leur gentillesse et leur participation et surtout pour la qualité de leurs exposés, des présentations qu'ils ont faites. Ce séminaire est enregistré, donc vous aurez certainement droit très bientôt à avoir le lien pour regarder si vous souhaitez ou partager avec vos amis, comme tous les séminaires, les autres séminaires du MCLV. Alors, le prochain séminaire sera organisé le 27 de ce mois. J'ai invité un ami, un grand ami, qui est un astrophysicien. Il s'appelle Nikos Pranzos, il est grec d'origine. Il est merveilleux, il vous racontera comment quels sont les projets de vie dans l'espace. Ça nous fait rêver, n'est-ce pas? Et comme tout aujourd'hui, toutes ces traditions que nous affectons tous et que nous sommes très sensibles, nous font rêver également, bien qu'on soit dans cette période sous confinement, pas sous confinement, mais disons, vivre de façon un peu difficile, période difficile. Je vous raconterai aussi qu'au mois le 20 mars et probablement 2 semaines après, nous aurons 2 séances sur le bouddhisme. Vous allez découvrir le bouddhisme. Le premier, ce sera le 20 mars avec des spécialistes qui vont parler de la période du bouddhisme de l'époque Li Chan, une période où l'essor bouddhiste est très important, sinon le plus important du Vietnam de l'époque. Également, sera suivi aussi d'une présentation sur le fondement du bouddhisme qui viendra après. Le bouddhisme est la religion, sinon la philosophie pour beaucoup d'entre nous, pour lesquels nous sommes, disons 90% des Vietnamiens sont attachés. Et voilà, donc encore une fois, je vous dis merci, la MCLV vous dit merci pour votre participation et encore une fois, nos très bons voeux à vous tous pour cette nouvelle année Tem Seu de santé et de bonheur et de joie. On vous dit au revoir et à très bientôt.